Vraiment, quand vous savez que je suis arrivée il y a peu de temps à la délégation, à la direction générale, ça fait juste quelques jours, depuis le début de la semaine, et quand j'ai vu apparaître dans l'agenda la proposition de venir ouvrir ce séminaire, voilà, je n'ai pas hésité 3 secondes, parce que je crois que Pierre Léna s'en souviendra, je peux dire que j'ai toujours adhéré, et depuis très longtemps, à l'entreprise magnifique de l'Académie des sciences et de la main à la pâte. J'ai des souvenirs émus, vraiment, de travail en commun. Pierre, en particulier d'une mission au Mexique, où nous sommes allés ensemble, moi représentant l'inspection générale et Pierre, évidemment, avec toute son aura, voilà, défendre un petit peu ce que nous faisions dans l'enseignement, montrer combien nous sommes impliqués depuis très longtemps dans le IST. Donc pour moi, voilà, je considère vraiment, c'est une grande chance et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour cette belle entreprise que nous soutenons depuis longtemps. Alors, permettez-moi quand même de prendre la parole pour peut-être resituer l'EIST et toute l'action que nous faisons pour le développement des sciences dès le plus jeune âge dans le contexte actuel, et en particulier dans le contexte de la refondation de l'école. Parce que il me semble que l'EIST est tout à fait au cœur, finalement, des préoccupations et des projets que nous menons au ministère de l'Éducation nationale tous les jours. Si vous avez lu attentivement la loi sur la refondation de l'école, vous avez certainement noté que l'un des enjeux clés de cette refondation, c'est de créer du lien. Du lien, par exemple, entre l'école et le collège, avec la création du cycle 3, vous savez, qui associe CM1, CM2 et 6e, ce qui est une vraie révolution, quand même, dans notre grande maison, et un début d'entreprise de lutter contre la scission historique entre l'école et le collège. Du lien entre les enseignants, du premier et du second degré, du lien entre les enseignants de disciplines différentes, du lien entre les enseignants de niveaux différents, et je pense évidemment singulièrement aux nouveaux espaces que nous souhaitons mettre en œuvre, comme les conseils de cycle, le conseil école-collège, qui sont des conseils à vocation de réflexion pédagogique, où on parle de ce que l'on fait, de la façon dont on construit finalement les progressions, dont on échange et dont on fait progresser les élèves de façon cohérente au cours des niveaux scolaires. Et évidemment du lien entre les disciplines en promouvant les compétences transversales qui permettent de donner plus de sens aux apprentissages des élèves. Alors, quand on a dit tout ça, on voit évidemment toute la place que le IST doit occuper dans cette réflexion, puisque c'est bien dans cette même lignée de pensée que le IST s'est construit depuis longtemps. Renforcer la continuité de l'enseignement des sciences, prendre appui sur l'interdisciplinarité, et ça c'est quelque chose qui a été au cœur des projets depuis le départ, et j'en reparlerai dans quelques instants, évidemment, inscrire ces enseignements dans la logique du socle commun et de l'acquisition de compétences. Je voudrais revenir sur cette question de lien. On sait combien le passage de l'école au collège constitue une rupture forte pour les élèves, et combien un certain nombre de fêlures qui s'étaient déjà installées souvent à l'école élémentaire se révèlent lors de ce passage. Et l'un, parmi les facteurs que l'on peut identifier, même s'il y en a certainement d'autres, on sait combien la multiplication abrupte du nombre d'enseignants qui sont devant soi et l'éclatement des disciplines est quelque chose qui est difficile à comprendre pour un certain nombre de nos élèves. On a eu souvent l'occasion, je pense, entre enseignants,
lorsqu'on s'est mis autour d'une même table pour en discuter, de regarder par exemple entre les sciences physiques et chimiques, les sciences de la vie et de la terre et de la technologie, combien quelquefois, dans un monde qui est quand même un monde commun, celui des sciences, nous avions des vocabulaires différents, ou bien même sous le même vocabulaire, on a suffisamment travaillé là-dessus tous ensemble, finalement des préoccupations ou des attentes fort différentes. Je me rappelle de discussions épiques entre des disciplines extrêmement proches, que je considère extrêmement proches, comme la physique, la chimie et les SVT, de se poser des questions sur qu'est-ce que veut dire observer, qu'est-ce que veut dire justifier, qu'est-ce que veut dire analyser, qu'est-ce que veut dire simplement faire un schéma. Un schéma, on sait bien que ça n'a pas la même signification. Et la vertu de l'EIST, c'est évidemment aussi d'avoir posé ces bonnes questions et de s'être rendu compte que l'on considérait comme naturel jusqu'à présent que ce soit les élèves qui créent la cohérence entre les disciplines, alors que, à l'évidence, le rôle des enseignants doit être absolument majeur. Donc c'est bien ce regard cohérent, et je voudrais même dire unifié, sur l'ensemble du champ scientifique et technologique que l'EIST a permis d'identifier et de mettre vraiment au cœur des apprentissages. Donc cette interdisciplinarité, elle est absolument essentielle et elle permet, à l'évidence, d'accompagner les élèves dans ces périodes de transition qui sont des périodes finalement de grand danger pour un certain nombre de nos élèves. Je dois dire aussi que la vertu de l'EIST a été quelquefois de créer les conditions du travail en équipe finalement dans notre grande maison où c'est pas si facile que cela, nous savons bien, à mettre en œuvre. Cette communication, ce travail en commun, cette ouverture des classes et le fait aussi de partager ensemble, entre enseignants de disciplines différentes, nos réflexions, la façon dont nous construisons les apprentissages, la façon dont nous évaluons également les élèves, je crois a constitué une ouverture d'esprit tout à fait hors norme qui, à l'évidence, trace d'autres pistes pour d'autres frontières qui sont encore à conquérir. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la totale cohérence de l'EIST avec quelque chose qui est absolument central, c'est évidemment la mise en œuvre du socle commun et l'approche par compétences auquel nous sommes très attachés. L'une des vertus, je pense, de l'EIST et l'une des clés de l'efficacité réside à l'évidence dans la présentation des tâches complexes qui permettent véritablement de mettre en œuvre des ressources extrêmement variées et des habiletés intellectuelles, pratiques, cognitives de nos élèves fort variées elles aussi. Je crois que l'EIST a pris une autre dimension, et je me souviens, Pierre, si vous le permettez, de faire allusion à ça, je me souviens des premières discussions que nous avons eues avec l'Inspection générale et l'Académie des sciences, où nous avons finalement, au-delà de la simple, au départ, mise en commun d'un certain nombre de connaissances et de compréhension de ce que devait être l'enseignement scientifique avec un grand S, est apparue cette volonté de mettre en œuvre des compétences, de construire et d'élaborer des compétences et de porter un regard différent peut-être sur l'enseignement des sciences, en abordant des tâches complexes, aussi en étant le plus proche possible du réel, des situations de la vie de tous les jours, des situations environnementales et des grands enjeux du monde contemporain, si vous me permettez ce clin d'œil, qui, à l'évidence, doivent aussi interroger les connaissances scientifiques et les compétences qui vont avec. L'EIST, en s'appuyant sur cette vision, sur ces tâches complexes, sur la démarche d'investigation, a redonné, je pense, un autre tournant à cette grande idée de l'enseignement scientifique et de l'approche qu'ont les élèves de la réalité des sciences de notre monde et des enjeux que porte l'enseignement scientifique.
Alors, c'est pas à vous que je vais rappeler l'intérêt de la démarche d'investigation, mais quand même, en espérant que le discours d'aujourd'hui aura des effets en dehors même de cet amphithéâtre, je voudrais dire combien cela a véritablement révolutionné la façon dont nous abordons les dialogues et notre manière même d'accompagner les élèves. La démarche d'investigation, c'est d'abord l'ouverture au discours, l'ouverture et l'écoute de la parole des élèves, le fait de faire confiance à leur intelligence et à leur capacité de créativité, à leur esprit d'initiative. C'est l'encourager et c'est aussi les aider à progresser dans ces activités qui sont des activités conceptuelles extrêmement importantes, d'autant plus qu'elles sont reliées à des activités, à des séances de mise en activité véritablement des élèves. Voilà, l'expérimentation, la discussion critique, l'élaboration des hypothèses, la confrontation des résultats, la confrontation aussi à la science établie, arriver à comprendre finalement comment se construit la science dans son ensemble. Je crois que là, on touche à quelque chose qui est fondamental et qui peut, à l'évidence, certainement, servir de ferment intellectuel pour bien d'autres domaines que le domaine scientifique. Nous avons aussi une vraie responsabilité sur le développement de la curiosité des élèves et de l'appétence aux sciences des élèves. Là encore, ce n'est pas à vous que je le redirai, mais nous savons combien notre pays a besoin de personnes qui soient éduquées aux sciences, même s'ils ne seront pas des utilisateurs dans leur métier forcément avertis des sciences, mais qui peut à l'heure actuelle évoluer dans notre monde sans en comprendre les enjeux, sans participer aux grands débats citoyens qui sont tous les jours à la radio ou dans nos journaux. Et cette éducation aux sciences, à la réflexion, à la façon dont se construisent même les vérités scientifiques, c'est aussi un des grands enjeux, je pense, de l'éducation aux sciences que vous poursuivez tous les jours. Voilà, donc les enjeux sont nombreux. J'essaye de ne pas vous mettre trop de pression sur les épaules, mais quand même, je crois qu'il y a une vraie responsabilité partagée et tous les jours. Et moi, je crois d'abord, je tiens à le dire, je crois d'abord à l'action concrète de ce que font les enseignants dans leur classe. C'est par vous, et c'est grâce à vous que tout est possible et que tout est réalisable. Voilà, ça repose principalement sur l'enthousiasme, la professionnalisation, la qualité du travail des enseignants, dont je suis toujours totalement, moi je veux le dire, admirative. Voilà, je suis très impressionnée à chaque fois, et j'y vais le plus souvent possible, que je vais dans les classes et que je regarde la façon dont les enseignants construisent l'accompagnement des élèves, de voir leur inventivité, leur créativité. La responsabilité, évidemment, de l'encadrement à tous les niveaux d'éducation nationale, c'est de donner aux enseignants les conditions et les accompagnements qui leur permettent de remplir ces missions auxquelles ils s'attellent fort volontiers. Alors, c'est notre responsabilité en termes de pilotage national de l'EIST. Si l'on essaye de regarder un peu plus concrètement ce qu'il se passe dans notre pays, on constate que l'EIST se porte assez bien, que la progression est assez constante du nombre d'établissements qui rentrent, qui participent à l'EIST, même si il me semble qu'elle pourrait être un peu plus importante. Elle est constante, mais elle pourrait peut-être s'accompagner d'un rythme un peu plus élevé. Il faudra qu'on arrive à y réfléchir. Une des grandes sources de satisfaction que nous avons, c'est de voir combien la part des établissements qui relèvent de l'éducation prioritaire s'est notablement accrue depuis quelques années. Et il me semble que là, on tient une vraie piste pour permettre aux élèves qui sont peut-être le plus éloignés de la chose scolaire, de mieux entrer dans ces apprentissages et d'avoir un accompagnement qui soit le plus bienveillant possible et qui accompagne ces transitions que j'ai décrites tout à l'heure. Nous atteignons près d'un collège sur deux à l'heure actuelle, depuis 2 ans, qui entraient dans l'EIST, qui relèvent de l'éducation prioritaire. Et je crois que là, il y a un signe extrêmement fort.
Peu d'abandon, moins d'abandon en cours d'année que nous avons pu le constater au début peut-être ou il y a quelques années, et par contre un nombre d'entrants extrêmement important. Alors, je note simplement sur l'année scolaire 2012-2013, nous avons eu par exemple 33 collèges qui sont entrés dans le IST. Donc on voit bien que cette progression, elle se maintient et qu'elle est principalement due aussi à la qualité de ce que nous pouvons faire en termes de valorisation des apports extrêmement intéressants et de l'accompagnement que nous sommes capables de faire. Alors justement, si nous parlons d'accompagnement, ce n'est pas le point le plus facile. Quelle formation, quel accompagnement pour aider les professeurs qui sont déjà engagés dans le IST et pour ceux qui souhaiteraient s'y lancer. Évidemment, je voudrais remercier, ai-je besoin de le faire, mais ça va encore mieux en le disant, tout le travail extraordinaire que fait la Fondation La Main à la Pâte, et en particulier le travail très important qui est mené dans les maisons de la science, qui joue un rôle extrêmement important en termes d'accompagnement de la formation scientifique et technologique des professeurs, et qui peuvent à l'évidence contribuer en particulier à cet enjeu extrêmement complexe qui est celui de la continuité des enseignements entre le premier et le second degré et de l'aide que nous pouvons apporter particulièrement aux professeurs des écoles sur ce point. Et je fonde de grands espoirs sur la mise en œuvre des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Vous savez que ce qu'on appelle de façon raccourcie maintenant les ESP se mettent en place, se sont mis en place cette année pour la première partie du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. La montée en charge se fera l'année prochaine avec la deuxième année de master. Les ESP ont des vocations extrêmement larges. En particulier, elles ont en charge la dimension interdisciplinaire des formations, avec la mise en œuvre d'un tronc commun extrêmement important qui doit permettre aux enseignants du premier, du second degré, de l'enseignement supérieur et au personnel d'éducation d'avoir des vrais temps de formation communs. Évidemment, il y a des formations disciplinaires, évidemment, il y a tout le plan didactique et professionnel, mais ces temps interdisciplinaires sont des temps extrêmement importants. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, et si vous regardez la loi de refondation et les textes réglementaires qui ont été pris pour son application, il y a de façon expresse la volonté de faire en sorte que les ESP prennent en charge la formation des futurs professeurs, par exemple à l'approche par compétences, et à l'interdisciplinarité au travail en commun. Là encore, je pense que la refondation également de l'éducation prioritaire et dans les nouvelles strates, si je puis dire, de l'éducation prioritaire, et je pense en particulier aux REP+, qui bénéficieront de conditions très spécifiques pour développer du travail en commun, de la concertation et de la réflexion pédagogique des enseignants, à l'intérieur même d'un collège, entre le collège et les écoles de rattachement, nous avons des vraies opportunités pour qu'un certain nombre d'établissements se saisissent d'enjeux pédagogiques forts, et il me paraît assez évident que celui de l'enseignement scientifique et technologique peut être un appui extrêmement important pour ces réflexions. Donc voilà, en tout cas, je voudrais vous dire, à titre personnel et au titre de la direction dont j'ai la charge, combien nous sommes à vos côtés, à côté de l'Académie des sciences, pour continuer à promouvoir cet enseignement intégré des sciences et de la technologie, dont nous sommes partie prenante depuis le début, aux côtés de l'inspection générale. Et vous pouvez vous être assuré, en tout cas, de mon soutien. Et je voudrais vous adresser vraiment mes remerciements personnels pour cette belle entreprise. Je lui souhaite longue vie. Et voilà, je vous souhaite de continuer vos travaux de façon aussi exemplaire que ce que vous les avez menés depuis toujours. Et permettez-moi aussi
voilà, de vous demander de ne pas hésiter à valoriser ce que vous faites, parce que souvent les enseignants font un travail remarquable, mais ont beaucoup de pudeur pour le démontrer. Ils ont l'impression qu'ils font finalement du travail normal et banal. C'est vrai, c'est notre travail tous les jours que d'élever le niveau de compétence de nos élèves, mais ce que vous faites n'est pas si banal. Et il ne faut pas hésiter à en être à la fois fier et à le valoriser auprès de vos collègues, auprès des parents, pour faire partager véritablement cette culture. Merci encore pour tout ce que vous faites. Écoutez, je voudrais vous remercier. Peut-être que Pierre pourrait venir quand même. Ça serait bien que Pierre vienne quand même et dire quelques mots. Parce que c'est vraiment, bon, vos paroles ont été vraiment très encourageantes pour tout le monde. Et c'était vraiment très, très, très important que vous puissiez venir. Pierre, dire quelques mots. Je n'ai qu'un mot à dire, Madame la Directrice Générale, c'est merci. Merci pour vos propos qui ont rappelé toutes les intuitions fondatrices que vous avez partagées avec l'inspection générale, que vous avez accompagnées par le soutien initial. Nous sommes partis à 10 collèges, c'était pas beaucoup. Donc un facteur 20 en 7 ans, c'est pas si mal comme croissance. Nous continuerons. Vous avez rappelé les objectifs plus que sociétaux, qui sont des grands enjeux du monde de demain. J'aurai l'occasion de les évoquer en concluant le séminaire ce soir. Je vous remercie d'avoir montré que le petit travail quotidien auprès de nos élèves qui sortent de CM2 et qui tout d'un coup ont ce grand choc de découvrir la diversité des savoirs, c'est un travail qui s'inscrit dans un propos très vaste où nous avons une responsabilité. Merci de nous aider à l'assumer autant que possible.